Bonjour et bienvenue dans IDEIL Magazine, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant. C'est le dernier épisode de cette série et nous avons choisi de le consacrer à la mise en réseau des îles du Ponant. La mise en réseau, c'est la création et la structuration de relations entre les îles et entre leurs acteurs. C'est un processus qui se développe et s'organise à travers différentes initiatives que nous évoquerons. C'est une stratégie collective qui permet de mieux réfléchir et agir pour les îles du Ponant. C'est pour participer à cette dynamique que nous avons mis en œuvre le magazine et il nous semblait donc important d'en faire le bilan dans cette dernière émission. Avant d'évoquer la structuration actuelle des échanges entre les îles, il convient de rappeler que la mer et les métiers qui lui étaient liés favorisaient autrefois les échanges entre les îliens. Les mariages entre insulaires de différentes îles sont un témoignage de ces échanges, comme le couple que forment Joël Porsmoger, sénan d'origine, et Arlette, originaire de l'île d'Ar, où nous les avons rencontrés. Eh ben, on s'est connus puisque sa sœur est mariée à un cousin germain à moi, et c'est à leur mariage. Les îles s'attirent. Oh, ben moi je ne serais pas allée habiter l'île de Sein. L'hiver, je trouvais ça un peu dur. Déjà ici, c'était pas évident. Alors là-bas, c'était hors de question. Et toi, Joël ? J'ai été adopté ici, vu que j'étais déjà îlien, il n'y a pas eu de problème. Les Sénans, quand ils sont venus à mon mariage, quand ils ont accosté à Belluré, là, au gars, Joël, t'habites pas une île, c'est entouré de terre. Oh, c'est pas du tout pareil. Là-bas, c'était la mentalité de pêcheurs, tout le temps ensemble. Ici, on était au long cours, on partait sur les cargos. J'ai fait les billes de bois avec les Liberty. Et les vraquiers, la banane, j'ai fait également. Et j'ai fini ma carrière à la pêche, sur les gros chalutiers à l'Orient. Il y avait pas mal de Bretons sur les bateaux. J'ai pas perdu mon breton. Les Grecs, il y a pas mal. Les habitants de Groix. Et Molène, Ouessant. Et de Batz, de Bréau aussi. On sortait très bien, sauf avec les longs moines. Eh ben moi, pendant ce temps-là, j'étais ici. J'ai élevé mes 3 enfants toute seule. Là, j'y étais l'année dernière pour l'appel du 18 juin. Hein. Avant, j'avais tous les 3 ans à peu près. De temps en temps, ça me fait plaisir. On se m'entend bien avec les cousins. On se retrouve tous le soir chez Bruno. C'est un bonheur. En dehors de ces échanges interpersonnels entre îliens, le fait qu'il n'existe pas de liaison maritime entre les îles limite fortement les possibilités d'échange. C'est dans les années 1970 que naît la première initiative de mise en réseau des îles sous l'impulsion des maires insulaires. L'Association pour la promotion des îles du Ponant est créée en 1971. Elle vise à faire reconnaître au pouvoir public les difficultés liées à l'insularité et à obtenir une aide spécifique de l'État pour y pallier. En 1973, elle devient l'Association pour la promotion et la protection des îles du Ponant, soulignant l'importance de l'environnement pour les îles. C'est en 2000 qu'elle devient l'Association des îles du Ponant, marquant par là le caractère général de son action. La discontinuité géographique est le critère qui unit ces territoires, ce qui écarte les îles reliées par un pont de cette dynamique de mise en réseau. Denis Paluel est le maire de Ouessant et actuel président de l'AIP, dont il nous retrace les principales évolutions.
Alors elle est née vraiment de la volonté d'élus à l'époque pour défendre vraiment des intérêts des communes, mais au sens, je dirais, strict des compétences d'une commune. Voilà, c'était dans la grande époque aussi d'aménagement du territoire, comme on disait, il fallait prendre en compte les particularités des îles. C'était même avant les lois de décentralisation, que c'était très très innovant à l'époque que des communes comme ça se regroupent. Et puis les compétences, les champs d'action de l'association ont évolué. Pour moi, c'est indispensable. À Ouessant, d'ailleurs, on n'est pas dans une communauté de communes et le fait d'avoir ce réseau des îles du Ponant, pour moi, c'est essentiel. C'est des échanges d'expériences parce qu'on a sur une île aussi tendance à se considérer un petit peu comme le centre du monde, avec nos problèmes, etc. Et quand on discute avec d'autres, on voit aussi qu'ils ont des problèmes, on voit aussi qu'ils ont des solutions. Je crois que cette structure, comme toute structure qui a eu des réussites, il ne faut surtout pas qu'elle s'endorme. Il faut tout le temps qu'elle soit dans des projets, parce que sinon on devient rapidement une sorte d'amicale, de club un peu fermé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été initiées ces dernières années sur justement le fait que l'association doit s'ouvrir aussi aux populations. Donc on a avec d'autres réussi à nouer des liens beaucoup plus forts entre les gens. Et puis grâce notamment à des projets comme IDIL, on s'est aussi beaucoup ouvert sur ce qu'on appelle entre guillemets la société civile. Quand on veut faire par exemple bouger la loi, il faut atteindre le sommet de l'État et c'est très long, mais on a eu une réussite récente, par exemple sur la dotation au niveau des communes, et on a pu atteindre le sommet de l'État. Ça se joue beaucoup par, je ne dirais pas que c'est du lobbying, parce qu'on n'a pas le moyen de pression, mais c'est des rencontres avec des élus qui nous aident et qui ont vraiment pris conscience que même si on n'est pas nombreux, on doit aussi être écouté. L'association des îles du Ponant regroupe aujourd'hui 3 types de membres. D'une part, les élus et représentants des communes insulaires, d'autre part, les représentants et acteurs professionnels tels que les comités des pêches ou offices de tourisme, et enfin les élus départementaux et régionaux. L'AIP joue un rôle d'interface entre les communes insulaires et l'État. Elle les accompagne et les représente dans toute une diversité de domaines. Dans le secteur financier, elle assure par exemple le suivi du contrat de partenariat État-Région-Île du Ponant. Au niveau législatif, elle coordonne la mise en œuvre de nouvelles lois, comme la réforme territoriale. Dans le domaine de l'environnement, elle a par exemple mis en œuvre un important programme de transition énergétique sur les îles du Finistère. Elle travaille également sur les questions de l'économie, de l'aménagement du territoire, du tourisme, de la santé, de l'eau et de la recherche. L'une des directions développées ces dernières années par l'AIP est le renforcement des échanges avec d'autres îles, et notamment les petites îles européennes, regroupées au sein de la fédération ESSIN. ESSIN regroupe aujourd'hui les petites îles de 11 pays. La Croatie, le Danemark, l'Écosse, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Suède et l'archipel d'Åland. Elle représente ainsi 1640 îles et 359 357 insulaires. Elle agit à l'échelle locale, en favorisant notamment les échanges entre les îles, et à l'échelle européenne, en représentant les intérêts des petites îles au Parlement européen. Camille Dressler, sa présidente d'origine française et vivant sur l'île d'Egg en Écosse, nous présente ses domaines d'action. Les gens du bureau politique dans ESSIN, on se définit comme des activistes iliens. On est tous des bénévoles, tout seul on est isolé. Et là, ce qui est important, c'est que quand on est en réseau, on représente une masse de gens. Si ces petites îles ne sont pas peuplées, qu'est-ce qui va s'occuper de ces îles? On est les gardiens de l'environnement. Donc, ce qui est important, c'est de maintenir une présence humaine dans ces territoires qui ont souvent une culture particulière. La vision de la Commission européenne, c'est que les îles sont beaucoup plus en avance du point de vue de la transition énergétique que les zones continentales. Donc, elles peuvent servir de laboratoire d'innovation. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment on peut persuader nos régions d'investir du point de vue des transports, du point de vue des communications, pour permettre à nos jeunes de rester. Au-delà des échanges entre élus, quelques initiatives contribuent à la mise en réseau entre Iliens. La plus ancienne est le Collège des îles du Ponant, auquel nous avions consacré un précédent magazine. La plus populaire est le Festival des Insulaires, dont la première édition a eu lieu en 2011 à l'Île-Dieu.
Tous les ancêtres, le grand rassemblement, festival insulaire attendu tant et tant. Quel bonheur, mais quel bonheur de vous retrouver tous les ans. C'est un festival itinérant. Et puis la particularité du festival, c'est qu'il y a à la fois un volet festif, avec des concerts, des courses de godilles, des projections de films, des expositions, etc. Programmation pluridisciplinaire. Et puis un autre volet qui est important pour nous, qui est un volet un peu plus sérieux, où on débat, on échange, on réfléchit à l'avenir des îles du Ponant, aux problématiques qui concernent finalement l'ensemble de ces îles-là, puisqu'elles partagent une même réalité géographique. L'objectif pour nous, c'est d'organiser le festival avec les populations de l'île qui l'accueillent. À chaque fois, on a senti justement qu'il y avait cet engouement collectif et que tout le monde participait. Donc ça permet aussi de resserrer les liens entre les habitants eux-mêmes. Oui, ça crée des liens au-delà effectivement de l'île qui accueille. Bon, c'est aussi l'objectif du festival. Et puis on le voit, d'année en année, en fait, il s'est formé des amitiés. On constate qu'en dehors du festival, les gens se voient aussi. Alors le festival, il est financé aujourd'hui à 40% par les subventions, financement public, et puis 60% d'autofinancement. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même bien identifié comme un événement important pour les îles et pour les insulaires. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Si on arrive à faire le tour, ça serait fantastique. Après, on n'oblige personne. Et puis après, sur les évolutions positives du festival, l'idée, c'est de réussir à garder cet esprit qu'on a, pas trop grossir non plus, parce qu'il ne faut pas devenir un événement commercial. On veut surtout qu'il garde son identité, son esprit convivial, parce que tout le monde nous dit que c'est très convivial comme festival. Donc voilà, on veut rester à taille humaine en fait. Pour analyser ce que le festival peut apporter aux Iliens, nous avons interrogé Nadège Kersuzan, qui a participé à chaque édition du festival. Alors l'intérêt initial, c'est la curiosité, un petit peu de voir un festival pour les insulaires. C'était quand même quelque chose d'un peu étonnant dans le concept. Et puis après, ça a permis de lier pas mal de relations avec des personnes d'autres îles. Le fait de prendre contact ici avec des personnes, si on a besoin de s'appeler, de questionner quelqu'un, on s'est déjà rencontrés un petit peu, de découvrir aussi plein d'endroits qu'on ne connaissait pas. On n'est pas très très loin les uns des autres et on ne se connaît pas forcément. Alors l'idée est toujours un peu le même schéma qui est répliqué avec chacun son stand. Il y a beaucoup de programmation. Et c'est vrai qu'on a du mal un peu à tout faire et être partout. Là, le stand tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est un travail participatif de plein d'habitants. Donc on présente l'activité, à travers les photos, des petits clins d'œil sur différents aspects de l'île. Et puis de faire un beau stand, ça donne, j'espère, envie de le visiter, d'y aller. Puis les gens ont plaisir de s'y retrouver. Au-delà de cette rencontre annuelle entre Iliens, l'AIP favorise la mise en réseau des entrepreneurs à travers la création de la marque Savoir-faire des îles du Ponant. Cette idée a émergé lors de l'atelier de restitution du programme de recherche IDEIL 1, organisé à Groix en 2013. Donc on a organisé plusieurs réunions de travail. Avec les entrepreneurs et les élus des communes. On s'est mis d'accord sur un certain nombre d'éléments, sur le nom de la marque, les éléments qui devraient figurer sur le logo, et puis sur le cahier des charges. Sur cette marque, finalement, on a deux parties qui sont importantes, la qualité du produit et puis l'ancrage des entrepreneurs. Pour pouvoir rejoindre cette marque, il faut avoir son siège social ou son unité de production sur l'une des 15 îles du Ponant. Il faut avoir un salarié ou le chef d'entreprise qui soit résident permanent d'une île. Il faut être ouvert une bonne partie de l'année ou résider sur l'île toute l'année. Voilà les 3 critères principaux. Ensuite, on a rajouté des critères secondaires qui sont sur la valorisation de l'île au travers de l'activité, les retombées économiques positives pour l'île. On n'a pas de restriction quant au statut juridique, c'est-à-dire que ça peut très bien être une association, une entreprise ou autre. On a un site internet qui s'appelle savoir-faire-îleduponant.com sur lequel toute la procédure de candidature est décrite. Il y a des dossiers de candidature à remplir et à envoyer. Nous organiserons là d'abord un premier audit d'adhésion et puis tous les 2 ans des audits de contrôle pour vérifier que la marque est bien utilisée et que surtout que les adhérents ne portent pas préjudice aux autres adhérents. Puisque quand on porte un logo commun, on engage l'ensemble des adhérents. La marque Savoir-faire des îles du Ponant compte aujourd'hui 40 adhérents.
En 2019, l'association qui va gérer la marque va être créée et va développer un axe d'assistance à la création et reprise d'entreprises insulaires. Christelle Ledors, céramiste à l'île de Sein, a participé au groupe de travail ayant conduit à la construction de la marque et nous explique pourquoi elle s'y est investie. Avant le lancement de cette marque, il y a eu plusieurs réunions entre entrepreneurs et qui étaient orchestrées par l'association des îles du Ponant, où on a réfléchi effectivement sur les critères. Et les critères, c'est assez complexe parce qu'on est tous très différents. Je trouve cette marque très valorisante parce qu'elle est exigeante et qu'il y a une réflexion commune en réseau sur est-ce que tel type d'activité peut vraiment participer. C'est une marque qui a plein d'objectifs. Moi, l'intérêt que j'y trouve principalement, c'est la mise en réseau des entrepreneurs sur les îles, parce qu'on rencontre des problèmes qui sont assez communs. La marque va permettre aussi de valoriser les personnes qui travaillent sur les îles et qui fabriquent sur les îles, et on l'espère de garder des actifs sur les îles. Ça m'a permis de mieux connaître les autres îles parce que j'ai participé à 2 audits, un sur Belle-Île et un sur Groix. C'est vraiment très intéressant de rencontrer déjà des personnes dynamiques sur d'autres îles, voilà, d'échanger des idées aussi sur le développement et de rencontrer vraiment aussi l'activité de l'autre. En dehors de ces structures, des associations participent également à la mise en réseau des îles du Ponant. L'une d'elles est le réseau agricole des îles Atlantiques que nous présente à l'Île-Dieu Georges Biraud. Depuis une quarantaine d'années où se sont développées les zones naturelles, les sites classés, on a laissé faire la nature et puis on se rend compte aujourd'hui qu'en fait ça a fermé les paysages. Bon, là, les politiques et puis les scientifiques ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème et qu'une des réponses à ça, c'est l'agriculture. Le réseau agricole des îles Atlantiques s'est créé cette année, mais en fait, c'est quelque chose qui dure depuis maintenant 2011, le premier festival des insulaires qui s'est tenu à l'Île-Dieu. Et là, le collectif agricole, on s'est dit, bon, ça serait l'occasion quand même, s'il y a plein d'agriculteurs qui viennent à ce festival, de se rencontrer. On a été une vingtaine, on a fait le tour de l'île, on a discuté, puis on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes problèmes. Les problèmes de foncier, des parcelles qui sont en indivision, le problème de la friche, le problème des couches réglementaires, Natura 2000, loi littorale, sites classés, etc. Comment convaincre la population d'acheter local, les circuits courts. Et on s'est dit, bon ben voilà, il faut qu'on continue à se voir. Les avantages de la mise en réseau, c'est d'une part de s'entraider, évidemment, d'avoir la connaissance de ce qui se passe partout et de pouvoir répondre aux problèmes collectivement et non pas individuellement. Le réseau a mis en œuvre le projet de thèse de Naïla Bedrani, chargé de l'animer, de réaliser un état des lieux de l'agriculture insulaire et d'analyser les freins et les actions capables de soutenir son développement. Autre secteur dans lequel le monde associatif permet de tisser des liens entre les îles, c'est la culture, avec l'association Inisi. L'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément un accès quotidien sur l'ensemble des îles du Ponant à des propositions culturelles de qualité. Et du coup, voilà, notre défi était de proposer des événements hors de la saison touristique. Inisi organise en fait finalement tous les mois un événement. Et on se déplace d'île en île chaque mois. Alors nous, on vient plutôt de la musique. Après, on est ouvert depuis le début à d'autres formes aussi de disciplines, même pas forcément des disciplines uniquement du spectacle vivant. On aime bien aussi proposer par exemple des ateliers de cuisine suivis d'un concert ou des repas chantés. Voilà, on essaye en général d'avoir un événement qui rassemble. Sur l'ensemble des événements qu'on organise, on les monte en partenariat avec différents acteurs de la vie insulaire, donc tout d'abord effectivement les communes. Et puis on a aussi le soutien des associations locales, qui est soit un soutien financier, soit un soutien en logistique, ou alors des structures continentales aussi qui sont un peu plus solides financièrement et qui souhaitent exporter une programmation sur les îles. On travaille aussi avec le milieu scolaire, pas mal, pour tout ce qui est action culturelle, temps de rencontres artistiques. Inisi, donc qui veut dire les îles en breton. Et c'est aussi un conseil d'administration
composé de gens d'insulaires et de gens habitant sur le continent. Donc on aimerait aujourd'hui développer un peu ce CA-là pour avoir peut-être à terme une personne relais par île du Ponant. Un autre type d'acteur contribue à la mise en réseau des îles du Ponant. Ce sont les scientifiques. Ils sont nombreux à travailler sur les îles, mais nous allons nous concentrer ici sur le projet IDEIL qui est à l'origine de ce magazine. Il est coordonné par Louis Brigand, avec qui nous allons esquisser un bilan de cette expérience. Le magazine IDEIL est le fruit d'un partenariat entre l'Université de Brest, l'Association des îles du Ponant, la Fondation de France et la chaîne TBO. Son originalité réside dans le fait qu'il est entièrement réalisé par des géographes. C'est Laura qui filme et monte les émissions dans le cadre de sa thèse de géographie qui est financée par le groupe Le Télégramme. La série documentaire IDEIL se compose de 19 émissions, dont 12 sont consacrées à une île. Les 7 autres émissions portent sur des thématiques communes à l'ensemble des îles, comme les entreprises qui exportent ou le regard des collégiens sur l'entrepreneuriat. Dans ces émissions, nous avons souhaité restituer les 2 types d'approches principales en sciences sociales. D'un côté, les méthodes quantitatives avec les données chiffrées qui sont présentées sous forme d'infographie. De l'autre, les approches qualitatives avec les entretiens que l'on réalise et que l'on analyse. Il nous semblait essentiel dans ce magazine de donner la parole aux acteurs du développement des îles du Ponant. 179 intervenants ont ainsi pris la parole dans l'émission. Parmi eux, 21 ne résident pas sur une île. Les 158 Iliens intervenants du magazine sont collégiens, élus, spécialistes de l'histoire et principalement travailleurs actifs. Ceux-ci sont en grande majorité des entrepreneurs, mais nous avons également interrogé des salariés du secteur associatif et privé, des responsables d'associations et des intermittents. Les entretiens témoignent des stratégies qui sont mises en œuvre par les entrepreneurs pour s'adapter à la réalité et aux contraintes de l'insularité. La diversification d'activités avec des entreprises recouvrant différents secteurs comme le café, tabac, boulangerie à l'île de Sein, la valorisation de l'image de l'île permettant la différenciation avec les produits continentaux. Cette image valorisée des produits insulaires permet également l'exportation sur le continent, ce qui réduit les impacts de la saisonnalité. Une autre stratégie est le fait d'agir collectivement afin de mutualiser les moyens comme le coin des producteurs ou la ressourcerie à Belle-Île-en-Mer. Les initiatives que nous avons cherché à partager avec ce magazine n'émanent pas seulement des entrepreneurs et des associations. Chaque commune a présenté un projet visant à dynamiser la vie des îles. Ces initiatives relèvent principalement du soutien à l'entrepreneuriat, comme la plateforme Initiative mise en place à l'île-Dieu qui accompagne les porteurs de projets et octroie des prêts à taux zéro. D'autres initiatives communales agissent sur le foncier pour proposer des locaux professionnels ou des logements accessibles pour les travailleurs des îles, comme à l'île d'Ar. Enfin, un autre champ d'action des communes réside dans l'aide à la création de nouvelles activités, comme l'agriculture à Édic et Ouessant, la construction de gîtes de mer à Molène, l'installation d'un médecin à l'île d'Aix ou d'espaces muséographiques dans le phare de l'île de Bas. D'un point de vue scientifique, à nos yeux, la réalisation de cette émission a eu 2 mérites majeurs. Le premier, c'est de démontrer que la géographie est une discipline ouverte, une discipline communicante, et aussi, la seconde, de collecter une somme très importante de témoignages et de points de vue utiles pour les chercheurs. Pour en restituer une partie, nous avons analysé les réponses qui ont été données aux 3 questions posées à la fin des émissions à chaque intervenant. La première contrainte, citée par 19% des personnes interrogées, concerne les transports vers et sur l'île, et notamment la fréquence et le coût des rotations maritimes. La seconde contrainte est l'insularité en général, et notamment ses implications sur l'approvisionnement et les surcoûts. La troisième contrainte est la démographie et le maintien d'une population active, avec la crainte liée au vieillissement de la population et aux difficultés pour attirer de nouveaux habitants. La quatrième contrainte principale est celle du logement, déterminante pour l'accueil d'habitants actifs à l'année. Les autres contraintes évoquées, qui apparaissent comme secondaires, sont celles de la saisonnalité, de l'emploi, des difficultés sociales comme les relations humaines ou la précarité, de l'accès aux services, dans le secteur médical notamment, de l'environnement et de la gouvernance. Enfin, pour 5% des personnes interrogées, il n'y a pas de contrainte spécifique à vivre sur une île. La seconde question porte sur les activités à créer aujourd'hui sur les îles. Parmi les 177 propositions recueillies, le secteur qui revient le plus souvent est celui de l'agriculture. Il est suivi par l'artisanat, le domaine maritime avec la pêche notamment, la création de commerces, le tourisme et notamment écologique et durable, le télétravail, les services à la personne, les activités de loisirs, les activités spécifiquement dédiées aux jeunes insulaires et notamment des foyers de type MJC,
la transformation alimentaire, la santé, l'énergie, les paysages, les circuits courts et le transport. Les idées sont donc nombreuses et à retrouver sur notre site internet. Nous avons ensuite proposé aux Iliens d'imaginer 2 scénarios possibles pour leur île dans un pas de temps de 10 à 20 ans. Si beaucoup d'intervenants ne voulaient pas imaginer de scénario catastrophe, la crainte la plus souvent formulée par les Iliens est celle de voir des îles qui ne seraient plus habitées à l'année. Elles se transformeraient en zones de loisirs, ouvertes uniquement à la belle saison pour des populations privilégiées. Les phénomènes d'augmentation du nombre de résidences secondaires et de vieillissement de la population sont les arguments qui viennent justifier ce phénomène. D'autres scénarios sont craints par les Iliens. C'est notamment celui du réchauffement climatique et de la montée des eaux qui détruirait les îles, ou encore celui de la baisse de la fréquentation touristique qui perturberait l'équilibre économique actuel. Face à ces scénarios négatifs, c'est l'absence de réponse politique qui est crainte par les Iliens. À cette vision pour le moins sombre de l'île demain s'oppose un scénario qui lui est beaucoup plus positif. Le premier point, c'est une île qui se repeuple. C'est une question qui a été évoquée par la moitié des personnes interrogées. Le second point, ce sont les activités anciennes qui renaissent, comme la pêche, l'agriculture. Et le troisième point, ce sont des activités nouvelles, émergentes, liées par exemple aux énergies renouvelables ou le télétravail. Pour beaucoup, ce scénario va de pair avec la préservation du cadre de vie et de l'environnement, mais aussi un nouvel art de vivre dans les îles. Cette émission a ainsi contribué à diffuser une meilleure connaissance des îles pour la communauté scientifique, pour les Iliens et pour les téléspectateurs continentaux. Elle constitue une expérience originale d'écriture scientifique avec le média audiovisuel que j'analyse dans ma thèse. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission, à l'Université de Brest, à TBO, mais aussi et surtout sur les îles, où beaucoup d'Iliens nous ont fait partager leur expérience et vivre de très bons moments. Si cette série documentaire s'achève aujourd'hui, le projet des îles, lui, n'est pas terminé. En octobre 2019 se tiendra un événement, Île 2019, à Brest et dans les îles de l'Iroise durant une semaine. Regroupant des Iliens des îles de tous les océans, des chercheurs dans de nombreuses disciplines, des artistes, ce moment sera une nouvelle occasion de progresser dans la connaissance et la mise en réseau des îles. Nous avons par ailleurs d'autres projets, notamment d'édition de livres et de films, pour continuer à vous transmettre les résultats des recherches des scientifiques sur les milieux insulaires. Pour clôturer dans la joie cette série documentaire, voici les images d'un événement culturel qui incarne bien le plaisir des échanges entre les Iliens. C'est les joutes musicales de Molène, où les Iliens de la mer d'Iroise se retrouvent autour du chant. Aux états généraux de mon époque corrompue, tout comme vous, Mirabeau, va titiller au grand